Bonjour Monsieur Babo. Donc, vous remercier de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter avec votre collègue, le docteur Laurent Alexandre. Voilà, nous avons parlé de votre livre Ne faites plus d'études. Et mes élèves aimeraient vous interroger sur évidemment l'intelligence artificielle, mais également sur votre carrière en tant que conseiller de M. François Fillon et votre carrière au sein des milieux politiques. Voilà, donc je laisse la parole tout de suite à l'un de mes élèves qui commence. Alors, Talia. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, quel a été votre rôle exact de la plume auprès de François Fillon et comment se traduit concrètement votre mission? Alors, c'est quasiment de l'archéologie parce que c'était il y a très longtemps pour moi. Vous m'entendez, hein? Oui. Je venais de terminer je terminais ma thèse de doctorat à Dauphine. Donc, j'enseignais à l'université de Nanterre et en même temps, j'avais quasiment terminé ma thèse. Et entre le moment, on est donc en vers 2005. Et à ce moment-là, j'avais un peu de temps libre, un peu plus de temps libre avant d'être affecté comme enseignant à l'université. Et j'en ai profité pour prendre des contacts en politique avec des gens dont j'avais vu à l'époque qu'ils étaient prometteurs et que j'ai envie de m'investir à leur côté. Donc j'ai envoyé un email. Parce que moi, je ne suis pas fils de politicien, je n'avais aucune introduction dans ce domaine. Donc, j'ai envoyé un email à l'un des responsables de l'UMP à l'époque, qui s'appelait Roger Carucci, qui s'appelle toujours Roger Carucci, qui est toujours sénateur. Et je lui ai dit, voilà, je suis à votre disposition, je suis prêt à travailler pour vous. Voilà, j'ai telle compétence. Et à mon grand étonnement, parce que je ne pensais pas évidemment qu'on revienne vers moi, en politique, comme ça, vous faites une offre de service, vous dites, bon, bah, ils ont énormément de gens qui veulent bosser pour eux. Donc, j'ai dit, ils sont revenus vers moi. Roger Carucci m'a reçu. Il m'a donné un bureau et un ordinateur. Et il m'a dit, bah, tiens, j'ai écrit un livre pour l'UMP à l'époque, un truc sur la gestion socialiste des régions. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec Roger Carucci. Et quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République 3 ans plus tard, Roger Carucci a été tout de suite nommé ministre et il m'a proposé de venir dans son cabinet. Alors, le cabinet d'un ministre, ce sont ses conseillers, ses proches conseillers qui ne sont pas donc des membres de l'administration, ils sont nommés par lui et ils vont l'aider à faire son travail de ministre. Donc ça peut être à des réunions avec lui, participer à des réunions, préparer ses réunions, rencontrer des gens pour lui, écrire ses discours notamment. Et donc c'est ce qu'on appelle la plume. Alors, il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, hein, et donc il fallait malheureusement tout écrire vraiment. Aujourd'hui, c'est un métier sans doute qui est devenu très différent parce que vous avez ChatGPT qui peut écrire pour vous. Mais à l'époque, il fallait vraiment écrire. Donc, on prenait des gens qui avaient des capacités d'écriture. Donc, moi, j'étais normal agrégé, et puis j'ai fait de la philosophie. Enfin bref, j'avais plutôt des capacités qui montraient que je savais écrire 2 mots de suite. Et donc, j'ai fait ça au ministère des Relations avec le Parlement, qui est un ministère passionnant, puisqu'on est à la relation entre le Parlement, entre l'exécutif et le législatif, entre le Parlement et le gouvernement. Et donc, on est derrière les ministres à l'Assemblée nationale, au Sénat, on s'occupe des questions de gouvernement, on s'occupe de toute la tuyauterie qui fait que la loi finit par être coproduite entre le gouvernement et le Parlement. Et donc, j'y ai passé quelques temps, puis après, j'ai eu une expérience politique locale, et puis je suis retourné passer une 2e agrégation à l'université. Et puis, l'opportunité, c'est il n'y a pas d'annonce dans les journaux, mais le Premier ministre François Fillon avait besoin d'une plume, puisque l'une de ses plumes s'en allait. On devait être 3 ou 4, hein, je pense, dans le Premier ministre, il a environ 60 conseillers, hein. C'est beaucoup moins pour un secrétaire d'État, un peu plus pour un ministre, mais 60 conseillers, en tout cas à l'époque c'était le cas. Et il y avait 4 personnes dans le bureau plume. Et voilà, on m'avait fait faire un essai, je me souviens, c'était un discours sur l'Europe, et probablement un des pires sujets qui soit, parce que ça ennuie tout le monde, personne n'a envie d'entendre parler d'Europe, sauf négativement. Donc j'avais fait un projet, je me souviens, et
j'avais soumis, on était plusieurs à être un peu en compétition, et puis j'avais le plaisir d'être nommé. Voilà, et pour la petite histoire, je ne suis pas resté très très longtemps pour des raisons liées à la politique locale et à des différends avec la famille Sarkozy à l'époque. Voilà, donc j'écrivais les discours. C'est un truc tout bête. Quand un Premier ministre va visiter le musée de la Petite Cuillère, eh bien, il va laisser un mot au livre d'or à la fin. Eh bien, le mot, il faut que quelqu'un l'écrive. C'est pas lui qui va y penser sur le moment, a priori. Et donc, on écrit ça. Quand il fait un discours pour remettre une médaille, ou le discours je sais pas, du 18, en mémoire de l'appel du 18 juin, eh bien, c'est pareil. C'est un conseiller qui l'a écrit. Voilà, et c'est beaucoup de travail. Il y a une super BD, il y a une super bande dessinée que je vous conseille si ça vous intéresse à ça. D'ailleurs, ça a été adapté en film, c'est Quai d'Orsay. C'est une bande dessinée en deux tomes qui est géniale. Et le film n'est pas trop mal avec. Monsieur Lebrecht, on en a parlé. Vous en avez parlé. Il est très très bon film. Pardon, je suis trop. Dites-moi si je suis trop long. Je fais plus court. C'est très intéressant. Justement, François Fillon avait utilisé une expression lors d'un discussion. Il avait dit que la France était était un État en faillite. Aujourd'hui, avec le recul et l'évolution surtout de la dette publique, cette formule est-elle, selon vous, encore vraie ou encore plus vraie? Alors, c'est vrai que le terme de faillite est un peu trompeur. Il s'applique bien à une entreprise, mais il ne s'applique pas stricto sensu à un État. En revanche, que nous soyons dans une forme d'impasse budgétaire, dans une course folle vers des moments très difficiles de réorganisation plus ou moins forcée, ça c'est vrai, malheureusement. François Fillon avait raison, et tous ceux qui ont alerté, jusqu'à François Bayrou, tiens, c'est un truc de François, absolument. Tout récemment, François Bayrou aussi ayant beaucoup alerté sur la trajectoire totalement folle. Étant un pays très riche au départ et très puissant, on met beaucoup de temps à tomber et on met beaucoup de temps à convaincre les gens qui nous prêtent que ça devient déraisonnable. Mais petit à petit, malheureusement, ça va de plus en plus être le cas. Nous risquons non pas vraiment la faillite, mais une très grande difficulté pour nous financer. Je ne sais pas si vous savez que cette année, par exemple, en 2025, pour faire rouler la dette, c'est-à-dire dans le cadre de l'entretien de notre dette publique, on va emprunter, de mémoire, 320 milliards d'euros. 320 milliards, c'est quand même une somme. Souvenez-vous que les recettes de l'impôt sur le revenu en France, c'est 100 milliards, tout mouillé. Voilà. En réalité, la France ne fonctionne que parce qu'elle emprunte en permanence sur les marchés, tous les 15 jours en l'occurrence, un certain nombre de milliards. Si elle n'avait pas cet emprunt, très rapidement, elle ne pourrait tout simplement plus payer son fonctionnement, en partie. Et dernier chiffre, sur les dépenses, les pensions de retraite, qui sont la plus grande dépense de l'État en fait, relativement, sur les pensions de retraite, il n'y a que 2/3 des pensions qui sont financées par les cotisations, alors que normalement c'est un système où 100% des cotisations devraient faire 100% des pensions. La répartition, ça devrait être comme ça. Or, il y a déjà 1/3 qui est apporté par des impôts supplémentaires et la dette en fait, en réalité. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question, cette fois-ci par rapport à l'IA. Comment l'IA est-elle en train de remodeler le capitalisme, selon vous? En train de, pardon? Remodeler, redéfinir le capitalisme. Remodeler quoi? L'économie? Pardon, c'est le dernier mot qui me manque. Oui, le capitalisme aujourd'hui. Ah, le capitalisme, d'accord, ok. Vous êtes jeune et vous avez de la chance, et en même temps, je ne vous envie pas. Parce que moi, non mais je suis très... Bon, j'ai 4 enfants, dont certains approchent votre âge, mais c'est surtout que moi, les grands choix de ma vie ont été faits à un moment qui était beaucoup plus simple. Le monde était relativement stable, c'était plutôt... On sortait de la fin du mur de Berlin, on avait l'impression que les démocraties participatives, les démocraties avaient gagné, que le modèle démocratique libéral avait gagné pour toujours, que que la guerre avait déserté le monde pour toujours aussi, parce que, comme le dit Montesquieu, le doux commerce avait apporté la paix à tout le monde. Or, ça n'est malheureusement pas du tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, une bonne vingtaine d'années, d'abord avec Internet et puis bien sûr avec tout ce qui reste. Vous êtes en train de vivre, vous allez être aux premières loges pour vivre la plus grande révolution
technologique, mais pas seulement, hein, civilisationnelle, prométhéenne de l'histoire de l'humanité. Vous savez que Prométhée avait volé le feu aux dieux et avait donné cette technologie aux hommes qui n'étaient pas censés avoir. Nous sommes en train d'obtenir des technologies proprement divines, de contrôle du vivant, de réplication de l'intelligence humaine, de production de l'énergie, d'ailleurs, demain avec la fusion nucléaire. Tout ça dans un contexte géopolitique beaucoup plus violent, risqué, avec le retour de la force brute, des oppositions, des guerres d'empire, des choses qu'on pensait avoir été effacées par les échanges commerciaux. Et donc, vous allez être face dans votre très longue vie, parce que vous pouvez peut-être imaginer d'ailleurs que vous vivrez plus de 500 ans. Hein. Dans votre très longue vie, vous allez être affronté, vous allez vivre dans un monde qui va changer extraordinairement vite, extraordinairement profondément, extraordinairement vite. Et donc, ça va reconditionner toutes les dimensions, en particulier l'économie, j'en viens là puisque c'était votre question, le capitalisme, si vous voulez, comme ça, mais tout le système économique va être profondément bouleversé pour une raison simple. L'économie, c'est quoi? C'est la science de la rareté. La rareté, c'est la rareté énergétique, c'est la rareté des matériaux, mais c'est aussi la rareté des grands facteurs, dont l'un des plus grands, le travail. Le travail, c'est-à-dire en fait l'intelligence humaine, c'est-à-dire le temps de cerveau disponible à travailler. Jusque-là, ce temps de cerveau formé, ce qu'on appelle aussi le capital humain en économie, il était l'un des facteurs les plus rares. On mettait 30 ans à se former, une bande passante qui est très lente, on se fatigue vite, on ne peut pas travailler 24 heures par jour, ou alors ça se termine assez rapidement. Et donc ça, c'était extrêmement rare, son temps de cerveau formé disponible, et c'est ça qui déterminait la répartition de la valeur économique, les revenus, et donc les patrimoines par extension, et puis surtout les places sociales. Et bien tout ça va être mis en cause pour une chose très simple, l'intelligence devient ce qu'on appelle en anglais commodity, une commodité, un bien de consommation courante. Très peu cher, comme l'eau, le gaz, l'électricité. Voilà, au Koweït, vous voyez assez bien les hydrocarbures, vous voyez ce que c'est. C'est facile à avoir, c'est pas cher, vous ouvrez un robinet, il y en a plein. Et ben, l'intelligence, le truc le plus rare devient le truc le plus courant à cliquer à coût zéro. Vous avez chacun ChatGPT dans votre poche, ça vous coûte l'abonnement à Netflix et vous avez l'intelligence. Il y a encore 3 ans, ça n'était pas imaginable. Enfin, en tout cas, pas imaginable chez les gens qui n'étaient pas très proches des milieux hier. Justement, dans votre livre, vous mentionnez que ça ne sert à rien encore de faire des études longues d'accumulation de savoir. Mais du coup, quelle devrait être la nouvelle monnaie de l'emploi? Alors évidemment, c'est un sujet qui devrait vous intéresser et qui intéresse normalement vos parents. Depuis la sortie du livre, d'ailleurs, je parle avec beaucoup de parents, beaucoup de dirigeants. Avec Laurent, on parle avec beaucoup de dirigeants aussi d'institutions. D'abord, il faut réfléchir qu'il y a des métiers qui vont être préservés pour un peu plus longtemps. Alors, le spectacle vivant, les métiers de la main, les métiers du lien, ils ne vont pas forcément mieux payer, mais ils vont être un peu préservés. Pas forcément pour toujours. Hein. Il y aura des robots humanoïdes dans 10 ans, probablement pour changer aussi les chauffe-eau. Donc même les plombiers et l'électricité ne vont pas pouvoir survivre jusqu'en 2070. Et puis, il faut penser aux compétences qui vont continuer à rester humaines. Alors lesquelles? Le savoir-être, le réseau. J'ai mis très longtemps à apprendre un truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise quand j'étais lycéen comme vous, même quand j'étais étudiant. 70% de votre réussite dans la vie viendra de votre capacité à vous faire apprécier les gens avec qui vous travaillez. Je répète, 70% de votre réussite dans la vie viendra de votre capacité à être apprécié des gens avec qui vous travaillez. Donc, on peut dire le réseau, même si le réseau, c'est aussi une capacité à connaître des gens, à sortir de ses cercles, à aller rencontrer d'autres gens, à nouer des relations spécifiques et humaines. Ça pourra s'appliquer dans les travaux comme des commerciaux, et puis des travaux d'intermédiaires, comme ils vont en rester quelques-uns. Et puis, alors je n'ai pas tout dit, mais pour être plus court, il y aura évidemment tous les travaux où vous allez utiliser la comme un levier pour vous améliorer, pour augmenter votre productivité, pour faire des choses plus vite et mieux que tout seul. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir, enfin la bonne nouvelle, non, la nouvelle peut-être pas très bonne pour les moins travailleurs d'entre vous, mais c'est qu'il va falloir beaucoup travailler.
c'est que ne pas faire des études au sens classique, ça veut dire travailler beaucoup plus qu'avant, ça veut dire travailler toute sa vie, apprendre toute sa vie, être curieux, être dans un mode d'apprentissage permanent, dans un monde qui va beaucoup bouger, vous obliger à apprendre, et d'abord avoir acquis cette culture générale, ces humanités numériques, ce savoir très large qui vous permet d'avoir une valeur ajoutée face à la machine. Sans elle, vous ne ferez que copier-coller. Et de la même façon qu'on dit que gentil, c'est pas un métier, eh bien, copier-coller, ça n'est pas non plus un métier. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Oui, alors avant de donner la parole à une autre élève, je voudrais vous poser une question par rapport à une interview que j'ai entendue hier sur un podcast. Il y a Eric, le philosophe Eric Sadin, qui a sorti un livre, je ne sais pas si le désert de nous-mêmes. Est-ce que vous partagez les mêmes craintes que ce philosophe? Alors, j'étais en débat avec lui une fois, mais j'avoue que je ne veux pas être un immense lecteur. Pour résumer son idée en 2 secondes. Oui, alors, il dit qu'on vient juste de fêter les 3 ans de ChatGPT, et il dit que nous ne sommes absolument pas prêts à la déferlante qui va s'abattre sur nous, et il se demande comment expliquer à des jeunes qui, en un clic ou en un prompt, peuvent apprendre une langue, avoir une résolution d'équations, comment expliquer à ces jeunes qu'ils doivent aller à l'école, et surtout une école qui n'est pas adaptée aux nouvelles technologies. Ah oui, je suis totalement d'accord avec lui, ou il est d'accord avec nous. Enfin, en tout cas, on est du même avis. On a beaucoup de craintes. Cette époque est ambivalente. On a à la fois énormément d'espoir et beaucoup de craintes. Voilà. Parce qu'il y a des choses formidables auxquelles on va assister, qui vont se produire, de découvertes scientifiques, découvertes en termes de santé, de sciences médicales. Et en même temps, beaucoup de craintes géopolitiques sur la répartition du pouvoir, l'avenir de la démocratie, beaucoup d'espoir économique sur la production de valeur et beaucoup de craintes autour de la disparition ou de l'affaiblissement de l'être humain en tant que tel. Voilà. Notre grand drame, c'est que, comme le dit le biologiste Wilson, on a un cerveau du Paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et le cerveau du Paléolithique, lui, n'évolue pas du tout. Les institutions évoluent très très peu. Les technologies vont à toute allure. Et on vit dans la tension entre les trois. Et c'est le sujet, évidemment, d'un peu le livre Ne faites plus d'études, de mon livre précédent qui s'appelait L'ère de la flemme, c'est-à-dire un livre sur la crise de l'effort, à l'ère numérique notamment. Et puis le livre d'avant qui s'appelait La tyrannie du divertissement, qui est un livre autour du grand danger que nous fait courir cette société d'écran, cette société de captation de l'attention qui à capter le temps libre pour malheureusement ce que j'appelle le divertissement, c'est-à-dire des activités passives, typiquement ce qu'on appelle le défilement de la mort, le doom scrolling, qui vous affaiblit, vous amoindrit, vous fait perdre du temps, et qui fait que, en particulier, les jeunes aujourd'hui voient moins leurs amis en vrai, s'investissent moins dans les associations, sont plus dans la vie virtuelle, soit du métavers, soit la vie des écrans à deux dimensions, que dans la vraie vie. Donc c'est un danger extrêmement grand, et la vitesse d'arrivée à la fois des changements sur le marché de l'attention, l'usage du temps libre, et même maintenant le travail lui-même et les règles qui vont être utiles ou pas, donc les règles économiques, les compétences dont il faut disposer, tout ça produit des changements d'une telle force, d'une telle rapidité, que beaucoup de gens vont être balayés parce qu'ils n'auront pas compris ce qui est en train de se jouer. Donc c'est aussi le thème de notre livre, en fait. Ne faites plus d'études, c'est de dire, mais faites attention, ne croyez pas qu'un diplôme paresseux, une ligne sur un CV va vous permettre, comme autrefois, une fois que vous avez fermé vos livres, de rentrer vraiment sur le marché du travail. On voit d'ores et déjà arriver aujourd'hui, c'est très inquiétant, et d'ici à ce que vous soyez sur le marché du travail, ça sera probablement explosé, un grand problème d'accès des plus jeunes sur le marché de l'emploi, puisque l'intelligence artificielle remplace d'abord les travaux d'entrée de carrière. Donc les plus jeunes. Or, avant, c'est ce qu'on faisait tous, on faisait du crunching de chiffres, on faisait les trucs chiants, on faisait les trucs que les gens n'avaient pas envie de faire, mais ça vous permettait d'apprendre votre métier, que ça soit en conseil, en droit, probablement aussi en médecine.
Aujourd'hui, malheureusement, la machine va faire tous ces boulots d'entrée de gamme, et peut-être d'ailleurs de plus en plus. Et donc, tout simplement, eh bien, les boîtes qui, par ailleurs, ont des problèmes de rentabilité, vont être amenées, sont de plus en plus amenées à ne pas embaucher de jeunes. Voilà. Ça veut dire que l'une des issues, c'est de senioriser tout seul, d'être très indépendant, très autonome, probablement peut-être même de construire son propre emploi, de montrer ce qu'on sait faire de plein de façons, le CV étant évidemment quelque chose de complètement anachronique de nos jours, être présent sur les réseaux sociaux. Cette idée de plus en plus que je pense que le salariat va quand même tendre à disparaître, sont dans des poches, et on va être de plus en plus sa propre marque en quelque sorte dans un travail en réseau qui est de plus en plus facile. Merci beaucoup, merci. Je laisse la parole à Caroline. Bonjour. Bonjour. Selon vous, est-ce que la France pense suffisamment de femmes quand il s'agit de l'IA ou est-ce qu'elle réagit toujours trop tard? Ah là là, une question terrible. Il faut être très lucide sur la situation de la France, en particulier de l'Europe en général. Nous avons loupé tous les tournants technologiques depuis les années 90. Nous sommes très profondément, nous sommes en train de nous affaiblir. Ça se voit par exemple au PIB par tête, c'est-à-dire la richesse créée chaque année par tête. Elle a décroché en France par rapport à ses voisins européens, et au niveau européen, on a décroché par rapport à des pays comme les États-Unis, sans parler des pays émergents ou déjà émergés, évidemment, comme la Chine à une vitesse extraordinaire. Il faut se rappeler, la Chine, moi, quand je faisais mes études, on ne la plaçait même pas sur une carte, c'était juste des gens qui mouraient de faim. On parlait que du Japon, la Chine, c'était même pas un chapitre. Enfin, probablement en histoire, évidemment, mais économiquement, ça n'était rien. Voilà, il faut savoir la vitesse à laquelle ça a émergé. Et donc, malheureusement, nous avons loupé tous ces tournants. Nous sommes enferrés dans notre état-providence sénescent, c'est-à-dire vieillissant. Faites-vous un carnet de vocabulaire. J'étais lycéen et étudiant, j'avais un carnet de vocabulaire, c'est très utile pour élargir votre vocabulaire. Et un carnet de citations, aussi, ça peut servir. Cet état-providence, je vais faire ma parenthèse, cet état-providence empêtré dans le poids d'une redistribution qui est l'une des plus grandes du monde, si ce n'est la plus grande du monde, qui a de plus en plus de mal à créer de la valeur, donc qui doit de plus en plus capter une partie de la valeur pour continuer à entretenir la redistribution, en particulier les retraites et la maladie. Tout ça est en train de nous tuer à petit feu et de faire que nous ne sommes plus capables de produire de richesse. Nous avons moins de croissance que les autres, on a fait un choix pour moins de croissance, en fait, en quelque sorte. Et on fait un choix collectif en France, pour le dire encore d'une façon brutale. On préfère être tous pauvres dans l'égalité que riches dans l'inégalité. Voilà. Et ça va mal finir, au sens où il va y avoir un jour des cordes de rappel, des mots de rappel, on parlait tout à l'heure de ceux qui nous traitent, qui vont être probablement douloureuses. Et je crois qu'il y a un proverbe indien qui dit « Quand les riches maigrissent, les pauvres meurent ». Et donc c'est pour ça que c'est révoltant que nous ne soyons pas capables encore, quand on voit le débat public sur le budget aujourd'hui, vous voyez bien que d'ailleurs, le niveau moyen du politique est extrêmement bas, un niveau cognitif, de compétences, c'est très, très, très bas. Et donc, les décisions sont malheureusement plus prises en fonction de considération de carrière, de petits postes pour la survie à la petite semaine, mais malheureusement absolument pas en fonction d'une vue dont ils sont en réalité incapables du fait d'une très, très grande ignorance des mécanismes économiques, des situations de concurrence internationale, voilà. Et donc, nous n'avons même pas, non seulement la situation est très dure, et pardon, je termine par là, mais non seulement la situation est très mauvaise, mais nous n'avons même pas vraiment commencé notre prise de conscience. Voilà, ce qui est quand même deux raisons d'être assez inquiet. Merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question, c'est en tant qu'ancien conseiller du Premier ministre, vous avez vu de l'intérieur comment se construisent les décisions publiques. Qu'est-ce qui, selon vous, rend le plus difficile la mise en place des réformes ambitieuses en France? Alors, c'est une bonne question au sens que vous suggérez. C'est que ce n'est pas tant l'idée de la réforme qui manque que la méthode. Vous avez tout à fait raison. C'est souvent ce qu'il y a à comprendre d'essentiel. Le problème, c'est comment on réforme, comment on fait accepter, comment on explique, et puis comment on fait suivre la machine. Ce dont on se rend compte quand on est dans un cabinet ministériel, d'ailleurs, c'est une ancienne ministre qui avait été ministre longtemps qui m'a donné cette image et que j'adore.
me dit, quand on est ministre, on a l'impression qu'on pilote, on bouge le volant. Et puis, le jour où on arrête, on se rend compte que tout continue. On se rend compte qu'on était, vous savez, comme le petit enfant dans le manège qui est persuadé que c'est lui qui fait tourner la voiture. Alors qu'évidemment, ça conduit complètement tout seul. Eh bien, c'est pas que ça. Le ministre n'a pas toujours beaucoup de pouvoir réel. Souvent, il est de représentation de son ministère et de son administration. Mais le risque, s'il a peu de colonne vertébrale, s'il a peu d'expérience, de connaissance des rouages, de courage aussi, s'il n'a pas ça, eh ben, il ne peut rien changer. Même si le Premier ministre, même si le président a des idées très claires, même si d'ailleurs parfois on fait même voter des lois, derrière, il y a une telle puissance d'inertie du système que, en fait, c'est comme si vous arrosiez le désert, il ne se passe absolument rien. Et donc, il faut, la plupart du temps, c'est cette capacité à faire passer cette expérience qui est importante. Aux États-Unis, ils ont un système qu'on n'a pas chez nous, le spoil system. En français, on dit système des dépouilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un nouveau président arrive, il va changer les 5000 têtes qui dirigent à Washington dans le pouvoir. Vous changez, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la haute administration avec vous, eh bien, les gens ont une capacité à freiner, à ralentir, voire à contredire, qui est énorme. Donc, il faut changer les gens. Et nous, pour des raisons de statut du fonctionnariat, on a beaucoup de mal à faire ce spoil system. Il faudrait évidemment en avoir un qui soit très violent, parce que ça permettrait à celui qui est élu, qui a une légitimité démocratique, quelle qu'elle soit, nous croyons tous encore à la démocratie. S'il a cette légitimité, il faudrait qu'il puisse avoir la capacité à avoir une administration qui suive le chemin. L'administration n'est pas neutre, contrairement à ce qu'on pense. Non seulement elle peut avoir des tendances politiques, mais en plus, et c'est au moins aussi grave, elle peut comme intérêt son propre intérêt, c'est-à-dire exister au bout d'un moment pour elle-même et non pas pour le service des autres, ce qui est exactement ce qu'une école de recherche aux États-Unis, ce qu'on appelle l'école du public choice, du choix public aux États-Unis, avait très largement montré toute administration finit par exister pour elle-même. J'ai écrit un livre sur le sujet. Merci. Cyrine, à ton tour. Bonjour. Alors moi j'ai une question sur votre livre avec Laurent Alexandre. Oui. Votre livre, coécrit avec Laurent Alexandre, critique fortement le système éducatif classique. Nous diriez-vous qu'il s'agit plutôt d'un manifeste pour l'innovation pédagogique ou d'un avertissement sur l'obsolescence du modèle actuel? Eh bien, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que oui, le système est obsolète aujourd'hui. Oui, très souvent, nous allons encourager des gens à des études longues qui sont inutiles et d'ailleurs assez coûteuses. C'est 14 000 € par étudiant et par an, le coût collectif d'un étudiant. Des bac plus 5 qui ne sont pas toujours nécessaires, alors que très rapidement, souvent en bac plus 3, on pourrait suffire, mais on a une sorte de vénération du diplôme et on s'est dit que plus on avait des gens diplômés, moins il y aurait de chômage, en particulier des plus jeunes. Malheureusement, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des études qui sont inutiles. Et en même temps, dans le livre, en particulier à la fin, on est très optimiste pour l'innovation pédagogique et technologique aussi d'ailleurs, puisqu'on dit que le meilleur système, c'est le système maître-disciple. Un étudiant, un maître. Un professeur, un étudiant. Et on donne comme exemple Alexandre le Grand, qui avait comme professeur, évidemment, comme tuteur personnel, Aristote. On peut difficilement faire mieux comme professeur, surtout comme professeur particulier. Et ça a donné Alexandre le Grand, fils du roi de Macédoine. Évidemment, avec le destin extraordinaire qu'on connaît, parce que personne n'a jamais battu Alexandre en termes de conquête. Ah, peut-être Attila. Enfin bon. En tout cas, si on prend le nombre de mètres carrés, c'est à voir, ça ne pas. En tout cas, avec la technologie, je termine par là, mais c'est fondamental. Vous avez fait une partie de vos études, mais peut-être qu'une partie de vos études supérieures vont être faites avec une IA professeur particulière. Comme vous pouvez d'ores et déjà utiliser l'IA, mais en mode étudier et apprendre. C'est-à-dire pas un mode où il va faire votre dissertation, faire votre exercice de maths, réfléchir à votre place ou votre exposé, écouter vos PowerPoint. Non, le mode
où il va vous aider à réfléchir, vérifier vos connaissances et être un tremplin et pas une prothèse. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que ce ne sera même plus une question d'argent. Il y aura peu de problèmes d'accès parce que c'est pas très cher d'avoir un accès à Internet et accès à une IA. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté de suivre l'apprentrisage de cette intelligence artificielle. Donc, moi, je crois beaucoup que les études, et on croit avec Laurent Alexandre que les études, soit l'éducation, soit primaire, bon, c'est peut-être un peu particulier, mais secondaire, et puis tertiaire, enfin tertiaire au sens supérieur, c'est la suite, quoi, vont profondément être réinventés, améliorés. Il y a beaucoup de poches, beaucoup de pertes de temps, en fait, aussi d'inefficacité dans le système de transmission du savoir et d'apprentissage qui vont être améliorés, auxquels on va apporter des remèdes dans les années qui viennent. Et évidemment, ça me rend très optimiste. Même je regrette, à titre personnel, d'avoir raté ce monde-là. Vous savez, moi, pardon, je termine, j'ai une réflexion de vieille personne. Quand j'étais jeune et que je me posais une question, il y avait le dictionnaire, mais ça ne disait pas grand-chose. Il y avait un truc qui s'appelait le quid. Souvent, il n'y avait pas la réponse. Il fallait demander à ses parents, avec un peu de chance, s'ils l'avaient. Sinon, il fallait aller voir un professeur. Et sinon, il fallait essayer d'aller faire le tour d'une bibliothèque où on n'était pas sûr de trouver exactement la bonne réponse. Vous n'imaginez pas le temps et la facilité d'accès à tous les savoirs que vous avez aujourd'hui. C'est vrai avec Internet, avec le search, et c'est vrai encore plus avec l'IA. Mais c'est un trésor extraordinaire. Bon, encore une fois, je faisais ma thèse, je faisais 1 heure de métro pour aller à la bibliothèque François Mitterrand. J'avais une carte de chercheur qu'il fallait obtenir, il fallait demander le livre, on attendait 3 quarts d'heure, on le recevait, on vérifiait que c'était là qui avait la réponse à notre question, etc. Donc, c'était un autre monde. L'information était plus visqueuse, mais paradoxalement, beaucoup plus précieuse. Beaucoup plus précieuse, parce que quand on avait obtenu quelque chose, on l'avait obtenu avec beaucoup de tueurs. Donc, on y tenait plus. Donc, l'IA fait preuve de beaucoup de productivité. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Là, vous décrivez, parce que nous sommes de la même génération, hein, vous avez parlé du QI et du dictionnaire, et pour votre thèse, j'ai eu le même genre de problème. Voilà, il fallait aller très loin, alors que maintenant, un thésard peut, à partir d'un ordinateur, avoir accès à toutes les connaissances possibles. Mais est-ce qu'on ne retenait pas mieux les choses à notre époque, quand on n'avait que le QI ou que le dictionnaire ou que l'universalisme? C'est tout à fait vrai. En fait, c'est la rareté. En économie, on sait que c'est la rareté qui fait la valeur. À partir du moment où le savoir n'est plus rare, on n'a même plus envie de le retenir, puisqu'on va pouvoir le reconvoquer à n'importe quel moment avec un outil qui est dans sa poche. Donc, ça ne vaut plus la même chose. Autrefois, le savoir, on allait le noter petit à petit, on l'apprenait, on le mendiquait, comme disaient les moines du Moyen-Âge, on le mâchait. C'était une bibliothèque personnelle qu'on se faisait aussi, d'ailleurs, physiquement. Ma bibliothèque, je l'ai constituée autour de mes années d'études, d'étudiants. Chaque livre, on avait choisi, on avait remarqué, on l'a lu avec amour, ou pas aimé d'ailleurs. Mais enfin, au bout d'un moment, ça fait partie de votre espace intellectuel intérieur, et c'est vrai que c'était beaucoup plus précis et précieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui. Ça veut juste dire que aujourd'hui, la même incitation à construire ce palais intérieur. Voilà. Ce palais de mémoire, comme on disait au Moyen-Âge. Et je vais vous donner un exemple flagrant que j'ai devant les yeux. Moi, je suis en train de prendre des notes sur ce que vous dites, et notre génération est habituée à prendre des notes sur papier. Alors, mes élèves, là, ils vous écoutent attentivement, ils retiennent, ou à l'image de Cyril, ils prennent des notes uniquement sur un laptop ou sur un iPad, et ils risquent de perdre trace, justement, de ce qu'ils ont pu retenir de votre intervention. Voilà. Et ça, c'est dommageable, et on peut l'imputer, je crois, aux IA et aux nouvelles technologies. Ils ont perdu le goût du papier et du stylo. Oui, d'autant plus que vous savez que les études ont montré que quand on écrit sur un papier, surtout en reformulant, et qu'on forme les lettres, on se souvient beaucoup plus, on a intégré les choses. Si vous les tapez, et évidemment si vous les faites enregistrer, ça n'a absolument pas la même opération, ça n'opère pas de la même façon. Donc moi je suis très critique, et moi j'ai eu la chance de faire mes études sur du papier en écrivant effectivement assez peu d'ordinateurs.
Et je pense qu'on perd beaucoup. Mais bon. Merci. J'ai une seconde question. Vous et Laurent Alexandre avez collaboré sur ces deux. Quelles ont été les principales discussions ou divergences lors de sa rédaction? Ah, ça, c'est une très bonne question qu'on ne nous pose pas souvent, tiens. En réalité, j'aime pas beaucoup écrire à deux. On dit écrire à quatre mains. Ça m'est arrivé assez rarement. C'est peut-être la deuxième fois d'ailleurs seulement que je dois vraiment co-signer un livre. Écrire un livre tout seul, c'est formidable parce qu'on est dans sa propre temporalité, son univers mental, on a son rythme. Moi, je m'enferme l'été, même en fermant les volets. Chez moi, tout seul pour travailler quand les enfants sont en vacances. Et donc, notre façon d'avancer dans une œuvre, d'avoir la documentation, de faire le plan, de changer. Et là, en fait, là où on pense que travailler à deux, ça divise le travail par deux, c'est le contraire, ça le multiplie. Parce qu'en fait, vous devez discuter sur nos relectures. On s'est fait des semaines de relecture en relisant chaque phrase et en négociant chaque phrase. Donc, à chaque fois, c'est un truc de marchand de tapis, disant « Ah non, on va pas dire ça, si, allez, on va dire ça. » Bon, d'accord, mais à ce moment-là, on va dire ça comme ça, etc. Et donc, là-dessus, on n'était pas d'accord. Le point qui n'est pas celui sur lequel je ne suis pas d'accord, mais celui que j'aurais peut-être pas mentionné, c'est celui sur l'eugénisme. Il y a un point important, mais ça, c'est un dada très important de Laurent. Il adore, et je suis assez d'accord avec lui, hein, il adore parler de ses perspectives eugénistes, d'augmentation du cerveau, de manipulation du vivant. Moi, je pensais que c'était pas si important. Et puis, aurait été naturellement moins optimiste que moi. Moi, je suis un peu dans le couple d'auteurs, si vous voulez. Je suis le good cop et lui, le bad cop. Quand on fait les présentations, d'ailleurs pas plus tard que ce soir, on va faire une présentation des dons du livre là, à Paris. Et je sais, comme d'habitude, que lui va être le bad cop en expliquant en donnant le trait noir de tout ça. Et moi, j'essaye un petit peu d'apporter un peu d'ouate, de ouater tout ça et de rendre ça un peu plus optimiste. Voilà. Alors, il nous reste 3 petites questions. Donc, Michaela, puis ensuite Kaël, et nous terminerons par Olivier. Voilà, 3 petites questions. Bonjour. Selon vous, l'école doit-elle intégrer davantage la technologie ou au contraire redevenir un espace hors écran pour protéger le développement cognitif? Ah, oui, très très bonne question aussi. Il y a 2 tentations dans l'éducation aujourd'hui. Encore une fois, c'est non seulement le professeur, mais c'est aussi le parent qui vous parle. Il y a la tentation Amish. Vous voyez, les Amish, c'est une sorte de secte protestante qui vit aux États-Unis. Ils ont décidé que la technologie du 19e siècle, les lampes à huile, les voitures à cheval, était la bonne pour toujours et qu'on n'allait jamais changer de façon de s'habiller et de technologie. Et donc, ce serait l'idée on ne veut pas accueillir les technologies à aucun moment. Ça, ce serait la première réponse extrême. La deuxième réponse extrême, ce serait on va mettre des ordinateurs partout, on va tous faire en réalité virtuelle ou augmentée, et on va vivre là-dedans. Et là, ça me paraîtrait un autre extrême extrêmement, c'est le cas de le dire, dangereux. La vérité, probablement comme souvent, c'est mon côté très grec au sens civilisationnel antique, la vérité est au milieu. Elle est non pas dans l'excès, dans l'hubris, mais elle est justement dans la bonne mesure. Je crois qu'il est très important de lire des livres en papier. Je viens de parler du mérite de l'écriture cursive et du fait de prendre ses cours, et un mérite prouvé par la science, visiblement. Donc je crois beaucoup à des formes de choses à l'ancienne, de réalisation à l'ancienne, et de rapport à l'apprentissage et à soi qui peuvent s'inspirer de ce qu'on fait depuis des millénaires. Et en même temps, je pense que la technologie, je parlais de ce qu'on appelle IA, de notre IA dans la poche personnelle, doit être aussi intégrée dans votre parcours, mais avec des règles sur ce que vous pouvez demander, ce qu'elle peut vous dire, et puis accompagnement humain, le professeur, et dont j'en suis un, moi j'ai des étudiants, mais ils sont beaucoup plus vieux que vous, mais le professeur va devenir une sorte de guide, d'accompagnateur, qui va plutôt voir les gens un à un, et puis les accompagner dans tout le reste qui n'est pas le rapport
à l'apprentissage d'une matière dans une sorte de savoir descendant, mais plutôt dans la mise en relation, et puis aussi le savoir-être, la prise de parole, etc. Voilà, le travail en commun. Donc voilà, pour moi, c'est un mix à faire, hein, c'est un mix à faire, une alchimie qui a trouvé et puis le fait de garder des façons, des moments où il faut faire silence, lire un livre, être capable de garder les valeurs d'autrefois, de l'apprentissage, de la réflexion, de la rumination, de la connaissance. C'est très dur de faire silence dans notre monde d'aujourd'hui, parce on est très facilement environné de musique, de notifications, pas tellement de gens en réalité, parce qu'on est très seul en fait. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus solitaires, malheureusement, de façon parfois d'ailleurs subie. Et donc, faire silence, c'est déjà quelque chose qui demande une volonté. Un grand pianiste qui s'appelle Andras Schiff, qui explique que le plus dur pour un musicien aujourd'hui, c'est de commencer par faire silence. Et je crois que c'est vrai aussi pour les étudiants. D'accord, merci. Kaël, voilà, l'avant-dernière question pour Kaël. Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui comprennent mal à propos du monde numérique dans lequel ils grandissent? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Il y a une coupure. Oui, selon vous, qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui comprennent mal à propos du monde numérique dans lequel ils grandissent? Qu'est-ce qu'ils comprennent mal? En fait, beaucoup de gens, et j'interviens très souvent pour des professionnels dans les entreprises. Donc des gens qui ont un certain âge, voire un âge certain d'ailleurs. Et je suis très étonné, alors que souvent c'est des gens qui ont fait de grandes études, de longues études, qui travaillent depuis longtemps. Je suis étonné du manque de connaissances sur ce qui est en train de se passer. C'est comme si une grande partie de ce progrès technologique se faisait dans le silence et dans l'ignorance. Alors c'est vrai qu'avant que ça arrive dans la rue, quand on verra des humanoïdes se balader dans la rue pour nettoyer les trottoirs, c'est déjà que ça sera sur nous. Mais il suffit de se renseigner un peu pour savoir que tout ça arrive. Et donc, le plus étonnant, ils ne savent pas ce qui se passe, c'est que quand on leur raconte la réalité du progrès des technologies, quand d'ailleurs on les met face à ChatGPT ou Gemini ou Grok ou Claude, peu importe, pour beaucoup, alors qu'ils ont des places importantes dans la société, hein, ils tombent des nues, ils sont sidérés, ils n'ont aucune idée de ces technologies dans votre poche, et que vous avez sans doute dans votre poche, puisque vous êtes très tech-friendly, je n'en doute pas. Et donc, la première chose, en fait, c'est ça, tout simplement la connaissance de ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez ces trajectoires et puis ce niveau de technologie, forcément, vous avez des idées sur les trucs que ça comporte. Et ma deuxième question, quel conseil donneriez-vous à un lycéen ou bien une lycéenne qui veut plus tard participer au débat d'idées ou travailler dans un think tank comme l'Institut Sapien? Eh bien, d'abord, c'est une très très bonne question. Il faut commencer par apprendre, parce qu'évidemment, ne faites plus d'études, c'est un plaidoyer en réalité pour l'apprentissage, pour le savoir. Soyez passionné d'actualité, lisez des journaux, y compris des journaux économiques. Alors c'est vrai qu'au départ, je pense que ça peut faire un peu mal si vous venez du niveau lycée, mais au bout d'un moment, vous y prendrez goût. Soyez passionné par tous ces débats, donc finalement la liste n'est pas infinie, qui reviennent régulièrement. Faites-vous des opinions, écoutez ce que les gens ont à dire, écoutez les podcasts. Vous avez une grande chance, tous ces éléments, toutes ces données sont à disposition gratuitement et facilement à un clic. Donc il suffit de vous baisser, mais il faut faire l'effort d'aller étudier ça. Après, le type d'études, ça peut être, peu importe, ça peut être une école de commerce. De toute façon, je pense de plus en plus qu'il va falloir que vous appreniez un savoir. Il y a plein de gens chez les libéraux, il y a des gens extrêmement diplômés qui ont passé beaucoup de temps à faire des études dans les gens des think tanks. Et puis, bizarrement, il y a aussi des gens qui sont totalement autodidactes, des gens qui n'ont même pas une licence. Eh bien, je vais vous dire un truc, ça ne fait aucune différence. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on apprend quand on passe les diplômes, c'est qu'en fait, ils représentent assez peu de choses.
Et on finit par ne juger les gens en fonction de leur niveau réel et pas du parchemin qu'ils possèdent. Et donc, si quelqu'un a lu les livres, qu'il a des avis éclairés, qu'il sait les valoriser, peu importe s'il n'a pas une licence. Et j'ai des noms en tête, hein, mais je ne vous les dirai pas parce que on ne doit pas dire en France qu'il n'a pas de diplôme. Mais il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont formidables, extraordinaires. Et donc, ça n'a aucune importance. Donc, n'ayez pas de diplôme, pensez plutôt votre réseau, votre compétence et surtout, mettez en scène ce que vous savez faire. Parce que de plus en plus, celui qui va vous recruter, si vous recrutez d'ailleurs, mais celui qui va vous recruter, il va regarder les traces de vous sur Internet. Alors, s'il y a que des photos de vous en train de faire la fête pendant que vous êtes étudiant, déjà, c'est pas terrible. S'il y a 0 photo de vous, s'il y a, je veux dire, 0, je ne parle pas de photo, mais s'il y a 0 trace de vous, puis vous apparaissez nulle part, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Alors, ayez créé un blog politique lycéen, j'en sais rien moi. Ayez créé une association, ayez monté des vidéos, fait des vidéos, je sais pas, d'explications. Sur TikTok, j'ai commencé à faire ça n'a pas bien marché, mais peu importe, mais j'avais fait une chaîne du bon français. Je faisais des trucs de français, juste pour m'amuser comme ça, voilà, parce que aujourd'hui, savoir dans son coin n'est pas suffisant. Il faut partager ce savoir, l'organiser, monter des associations, monter des entreprises, faire des projets. C'est ça qu'on va vouloir chez un jeune de plus en plus. Merci beaucoup. Alors, ultime question avec Olivier. Bonjour. Très joli prénom. Merci, vous aussi. En tant qu'économiste, les Français peuvent-ils encore espérer recevoir un budget crédible sous le sapin cette année ou même le Père Noël ne croit plus? Et pardon, le début, en tant qu'économiste, après vous avez dit en tant qu'économiste, les Français peuvent-ils encore espérer recevoir un budget crédible sous le sapin cette année? Alors, crédible, non, parce que c'est quoi un budget crédible? Ce serait un budget qui ne soit pas un budget de déni. Or, ce qu'on voit, c'est un budget de déni des enjeux. Un budget qui continue à augmenter les impôts, augmenter la redistribution, augmenter les inégalités intergénérationnelles en faisant peser tous les efforts sur les actifs et aucun sur les retraités. Donc, c'est un budget qui tourne le dos au réel. Et donc, même s'il passe politiquement, ce sera un budget de défaite économique, de défaite politique, et qui continue à nous envoyer dans le mur. Donc, moi, j'en suis presque à me dire qu'il vaudrait mieux qu'on n'ait pas de budget. Au point où on en est, parce que comme ça, peut-être que par ordonnance, déjà, on ne peut pas augmenter les impôts, on est obligé. Il y a une sorte. En fait, on a besoin d'un cop call, comme une piqûre, un rappel, une corde de rappel, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour l'instant, on ne l'a pas, et donc on continue dans cet aveuglement et les débats pathétiques dont j'ai parlé. Donc, je pense que ce Noël va être un peu triste. Voilà. D'accord, merci. Mais il y en aura d'autres. Oui. Vous êtes là, en plus. On va en voir plein d'autres. Voilà, bah écoutez, on vous remercie. Eh ben, merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Et puis peut-être à très très bientôt. Bonne fin de journée. Je vous souhaite toute la réussite du monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.